Bonjour à tous. Je m'appelle Tereska Gessing. Je suis de Bonjour Startup Montréal, gestionnaire de projet pour l'équipe Innovation. Bonjour Startup Montréal est un organisme à but non lucratif qui est appuyé par la Ville de Montréal et le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et nous avons comme mission de créer un maximum d'impact social et économique pour la métropole de Montréal en accélérant la croissance de la communauté startup montréalaise et en stimulant l'innovation et mobilisant les différents acteurs de l'écosystème. Nous avons dans notre équipe d'innovation lancé dernièrement une plateforme d'innovation ouverte qui s'appelle InnoStartup. Euh, et cette plateforme-là permet le maillage des grandes organisations comme Bomerlo de se rapprocher de l'écosystème startup et de collaborer avec des startups montréalais et canadiens. Ce projet a démarré en pandémie comme outil de relance économique et pour création d'emplois, mais surtout pour offrir des opportunités d'affaires aux startups et d'apporter ces solutions technologiques aux grandes entreprises. Les bénéfices mutuels entre les startups et les grandes entreprises sont beaucoup. Les startups sont agiles, sont créatives, ils offrent des solutions abordables et ils maîtrisent des technologies émergentes. Et les grandes entreprises ont besoin d'innover rapidement. Et contrairement, les grandes entreprises peuvent offrir des gros contrats et une crédibilité aux startups. Donc, c'est vraiment un maillage qui apporte beaucoup à tous sur des principes gagnants-gagnants. Euh, Dans le cadre de cette plateforme d'innovation ouverte-là, nous présentons des panels comme celle-ci, Lundi Innovation, pour mettre en lumière les problématiques sectorielles et stimuler cette innovation-là. Donc, notre objectif est d'identifier les défis pour lesquels les startups pourraient proposer des solutions créatives, innovantes. Donc, ceci est un appel aux startups locales pour trouver des solutions aux défis qu'on va relever aujourd'hui. Donc, j'aimerais beaucoup remercier nos panélistes de Pomerleau pour faire le tour des défis qu'ils vivent. Et aussi, j'aimerais beaucoup remercier notre animateur Alain Lavoie, qui est président et cofondateur d'Irosoft et aussi du spin-out LexRock AI. Alain Lavoie est de ceux qui l'ont suivi parfois devancer l'évolution des technologies de l'information et la gestion électronique des documents au Québec. Alain est très impliqué dans le système des TIC au Québec depuis près de 20 ans et il est principalement reconnu pour défendre les intérêts des PME en technologie de l'information tout en faisant la promotion des domaines des TIC et il s'implique aussi en tant que conférencier de façon à sensibiliser et à démocratiser l'intelligence artificielle. Merci beaucoup d'être avec nous, Alain. Merci, Tereska. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue, Madame et Messieurs les panélistes. L'avènement rapide, en fait, je dirais que je suis bien heureux d'être ici aujourd'hui. D'une part, parce que moi j'appelle ça des vitrines inversées, c'est-à-dire que des gens un grand donneur d'ouvrage potentiel peut venir expliquer sa problématique et les entreprises peuvent s'intéresser aux problématiques et peut-être développer de l'innovation ou développer des outils qui peuvent les aider. Donc, je suis bien content que Bonjour Montréal Startup ait organisé cette rencontre-là. Donc, si on allait, l'avènement de l'intelligence artificielle, ça vient bouleverser nos façons de faire dans tous les secteurs d'activité. La construction n'est pas épargnée par ça. Ce qu'on sait, c'est que l'IA est censé, on va mettre ça en guillemets, censé être un outil qui permet d'améliorer la productivité des organisations. En fait, c'est vrai. Pomerleau a compris ça depuis assez longtemps et il est important pour eux d'innover et pour demeurer efficaces et compétitifs dans leur marché. Aujourd'hui, notre objectif, via une discussion avec nos panélistes,
est de vous exposer les enjeux et les besoins de Pomerleau relativement à la gestion, l'analyse et la lecture de la documentation que l'on retrouve dans le contexte d'un projet de construction. En fait, on va focuser véritablement sur tout ce qui est documentation et problématiques à l'intérieur de ça. Ça se peut qu'on erre un peu ailleurs aussi, mais c'est le focus qu'on va avoir aujourd'hui. Cet exercice est en fait dans le but, dans un second temps, comme Tereska l'a dit, c'est de lancer un concours pour les startups pour qu'ils puissent contribuer à trouver des solutions aux problématiques qui seront discutées. Donc, j'animerai donc ce panel avec nos panélistes. Et sans plus tarder, je vais vous présenter notre première panéliste, Anne-Sophie Allard. Anne-Sophie est architecte et œuvre dans le domaine de la construction depuis 23 ans. Elle travaille chez Pomerleau depuis 10 ans, où elle est directrice conception de projets réalisés en mode PPP ou en clé en main. Elle assume un rôle pivot entre le client et les professionnels et l'équipe de construction, dès la première phase de conception jusqu'à la livraison. Donc, de bout en bout, elle s'occupe de ça. Au cours de sa carrière, elle a exercé les rôles de professionnel, de gestionnaire du client, puis de gestionnaire de l'entrepreneur. Elle a travaillé sur de nombreux projets complexes et de grande envergure, notamment dans les domaines de la santé, de la recherche, des sports, du spectacle, et selon différents modes contractuels qu'on peut retrouver, qu'on discutera lors du panel. Elle dirige actuellement l'équipe de conception du Centre hospitalier universitaire de Montréal, donc le CHUM, phase 2, donc un méga projet, un projet réalisé en mode PPP comprenant plus de 70 000 mètres carrés. Ceux qui ont passé devant peuvent le constater, qui contient des cliniques externes, des bureaux, des amphithéâtres et stationnement souterrain. Pour Pomerleau, elle a également dirigé les équipes de conception de la Place Belle de Laval et du Centre de recherche et des laboratoires cliniques du Centre universitaire Santé McGill. De par ses expériences variées et complémentaires, elle marie une connaissance approfondie des processus et contraintes du domaine du design, ainsi qu'une grande maîtrise des modes contractuels sophistiqués appelés à prendre place de plus en plus importante dans la réalisation de projets majeurs. Bienvenue, Anne-Sophie. Bonjour, Alain. On a convenu avec les panélistes qu'on était pour se tutoyer aujourd'hui et qu'on n'utiliserait pas le « vous ». Donc, Chante Boyer, ingénieur et directeur préconstruction, œuvre dans le domaine de la construction et plus spécifiquement dans l'estimation. C'est notre king de l'estimation chez Pomerleau, ce que j'en comprends, et de l'économie des constructions depuis 22 ans. Il est diplômé d'un baccalauréat en génie de la construction de l'École de technologie supérieure du Québec, d'un diplôme d'études collégiales en technologie de génie civil de Joliette, et il complète actuellement une maîtrise en génie de la construction à l'École de technologie. T'es encore à l'école, Charles, c'est bien ça. Il est membre de l'Ordre des ingénieurs, membre de l'Association des estimateurs et des économistes de la construction du Québec, à titre d'économiste en construction certifié et membre de l'Institut canadien des économistes en construction, à titre d'économiste encore en construction agréée. Dans le cadre de ses emplois, il a été entre autres, responsable de l'implantation et de l'amélioration des différents outils d'estimation de tous les services d'estimation qu'il a dirigés. Son expérience et son succès avec ces implantations lui ont permis d'acquérir des connaissances et l'expertise nécessaires pour écrire un guide, un outil d'estimation, guide pour faire le bon choix, publié en mai 2017 par l'Association de la construction du Québec. Et là, il y a un autre acronyme que je ne connais pas, mais ce n'est pas grave, qui est une autre association, je présume. Et tu pourras nous le dire tantôt, Sean. Sean est actuellement à l'emploi de Pomerleau, où il occupe le poste de directeur préconstruction en bâtiment pour lesquels il est responsable des opérations des départements de préconstruction des bureaux de Montréal et de Québec. Dans ses nombreuses fonctions, il participe entre autres à la recherche et développement des différentes technologies de l'estimation. Bienvenue, Sean. Jean-François Perron, ingénieur gérant de projet, c'est le gars qui livre ça. C'est ce que j'ai compris quand on a fait nos discussions. Jean-François est diplômé de l'Université de Sherbrooke en cours de complétion d'une maîtrise en gestion de l'ingénierie. Il occupe actuellement le poste de gérant de projet. Pour les gens en informatique, c'est
probablement l'équivalent d'un project manager chez Pomerleau depuis 6 ans. Il a mis en œuvre ses aptitudes axées sur les processus de projet et sur la gestion d'équipe, de planification, de contrôle de suivi, de négociation et de règlement des différends pour la réalisation de gros projets comme le Musée canadien des sciences et technologies, le Centre de collection et de conservation à Ottawa et tout récemment, il est impliqué dans le projet du REM comme administrateur de contrats de bâtiments et gestionnaire de sites ainsi pour la rénovation, j'imagine, de la station Édouard-Montpetit. Bienvenue, Jean-François. Merci beaucoup, Alain. Le dernier, non le moindre, c'est notre spécialiste d'innovation, gérant d'innovation, R&D et projets spéciaux, Jean-François Dupuis. Jean-François est gérant, comme j'ai dit, de R&D, est responsable du développement de logiciels et de l'intégration au sein de l'équipe. Il détient un baccalauréat et une maîtrise en architecture de l'Université de Montréal. Il est un expert dans l'intégration de la technologie BIM pour Building Information Modeling, une expertise qui a permis à Pomerleau de remporter plusieurs prix, comme le CanBIN en 2015, je crois. Il est aussi membre du groupe d'innovation chez Pomerleau depuis 2012. Bienvenue, Jean-François. Merci, Alain. Donc, on va démarrer. On définit, j'aimerais dans un premier temps mettre ça en contexte. On définit Pomerleau comme une entreprise de gestion de projets de construction. Pour mieux comprendre, pour ceux qui ne sont pas dans votre univers, on entend souvent, quand on parle de projets de construction, firme d'architectes, firme de génie conseil, firme de construction. Puis ça, il y a toujours un client, là, soit le gouvernement ou d'autres clients qui sont... Anne-Sophie, pourrais-tu nous expliquer comment ça fonctionne, l'interaction entre ces différents intervenants-là? En fait, oui, bonjour Alain. Donc, oui, ce qui arrive, c'est que ces projets-là regroupent plusieurs intervenants, comme tu l'as décrit un peu. Le client, c'est généralement celui qui, d'abord, il amorce le processus, c'est certain. Donc, il va chercher généralement des professionnels pour l'aider. Mais avant même d'entrer là-dedans, il commence par définir ses besoins un peu. Il établit donc un programme, des contraintes qui lui sont propres à lui. Ces contraintes-là, ça va être comme on a dans à peu près tous les domaines, là, je veux dire les aspects techniques, des aspects de budget, des aspects de temps. Et puis, ce qu'il y a de particulier en construction, c'est que ces clients-là ont toutes sortes de profils. Ils sont très, très variés. Évidemment, à peu près tout le monde a besoin d'avoir des bâtiments un jour dans sa vie. Et puis, ils ont des connaissances qui sont plus ou moins grandes aussi. Il y en a qui ont d'énormes capacités, puis il y en a d'autres qui sont vraiment au b.a.-ba de tout ça. Donc, nous, on fait affaire avec ces gens-là. Maintenant, qui d'autre dans le microcosme de la construction? Bien, évidemment, les professionnels. Donc, ça, c'est les architectes, les ingénieurs conseils. Il y a des consultants aussi qu'on ne nomme pas ici, mais il y en a plusieurs. Et ces professionnels-là, ce qu'ils vont faire, c'est que, en fait, ils prennent les données que le client lui donne, ils posent des questions au client, ils confrontent tout ça, ils approfondissent davantage, ils les organisent. Ils les priorisent, ils élaborent des solutions en fonction de ça, puis ils les valident auprès du client aussi. Il y a beaucoup la conception, c'est un processus d'itération. Puis quand je dis conception, ça s'étale jusqu'au niveau de la construction aussi, là. Donc, on est en train de réaliser en fait un prototype, là, puis on est en train de se poser énormément de questions sur comment on peut organiser le millier d'informations qu'on a. Donc, tout ça se traduit en plans et devis. Et puis, ultimement, il y a aussi de la part des professionnels qui ont produit ces plans et devis-là, un suivi au niveau de la construction tout le long du projet. Ils vérifient que ça se construit correctement, ils interagissent avec l'entrepreneur, les sous-traitants, etc. Et puis, ils certifient la conformité à la fin. L'entrepreneur, lui, il organise puis il met en œuvre cette construction-là. C'est le maître d'œuvre. Donc, c'est la compagnie de construction qui se trouve à être le maître d'œuvre là-dedans, c'est essentiellement. Tout à fait. Tout à fait. Puis les ingénieurs, les firmes d'architectes, les firmes sont en aide, ils viennent aider soit le client, soit l'entrepreneur qui a pris le contrat.
Ils appuient les deux, en fait. Et puis, ce qui arrive aussi, c'est que parfois, l'entrepreneur est aussi le client de ces professionnels-là. Moi, quand j'interagis sur un projet chez Pomerleau, en fait, c'est nécessairement parce qu'on a engagé les professionnels. Donc, on est nous-mêmes le client, puis on prend la responsabilité de la construction, mais on prend la responsabilité de la conception aussi. Puis, ça peut s'étendre plus large que ça, là, selon les modes contractuels choisis. Donc, je passerai la balle à la chambre. Essentiellement, là, le client, essentiellement là-dedans, il n'arrive pas puis il ne dit pas je veux un bâtiment, puis là, à un moment donné, vous lui posez la question mais encore, qu'est-ce que vous voulez dans le bâtiment? Est-ce que on peut avoir des clients que, j'exagère, là, mais des clients qui peuvent aller aussi loin que ça, qui ne savent pas trop. Ils disent, je veux un bâtiment parce que je vais avoir tant de pieds carrés pour mes bureaux, puis faites-moi ça. C'est-tu comme ça, Charles, que ça peut arriver dans les interactions? Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est peut-être plus rare au niveau des interactions. Puisque la plupart des clients savent toujours un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent. Là, hein. C'est un peu comme chez vous, tu appelles quelqu'un, puis tu veux faire rénover ta salle de bain, tu sais à peu près ce que tu veux. Mais ça fait partie de notre rôle. Nos équipes à l'interne, autant à l'estimation que les constructions, les gens qui accompagnent au niveau design, si on a un client comme ça, on va le guider. Hein, parce qu'on en a construit d'autres projets, même si ce n'est pas des maisons de type cookie cutter qu'on construit. Là, on construit des bâtiments qui sont tous différents. Il y a bien des modes contractuels aussi. On a même des clients des fois qui viennent nous voir et ils vont dire tu peux-tu nous construire ça? Puis là, quand tu parles de mode contractuel, je ne sais pas de quoi tu parles. Il faut les éduquer. Donc, c'est dans notre rôle de les accompagner. Fait que le jour 1, si ça arrive, on est là pour les aider, les conseiller. OK. C'est gros la construction au Québec. Hein? Je pense que c'est le marché, c'est le 4e en importance. Ça représente 22 milliards du PIB, 267 000 emplois directs. Ça a plein de retombées économiques sur des secteurs de façon indirecte. Donc, c'est gros. Votre président, le président Jean-François Arbour du Conseil d'administration de l'Association de la construction du Québec mentionnait dans une interview ce printemps, puis là, je fais 2 petites citations. Notre indice de numérisation est parmi les plus faibles. Puis, il nous disait aussi, nous sommes devant le fait accompli. Nous ne pourrons pas bâtir le Québec de demain avec les mêmes méthodes que nous utilisions hier. Puis, il faisait référence encore au numérique. Anne-Sophie, explique-moi, qui est Pomerleau, puis où la firme se situe dans cet univers de la construction au Québec pour nos gens qui nous écoutent? En fait, Pomerleau, c'est un des plus gros joueurs au Canada en construction, une des plus grandes entreprises. Au Québec, c'est le numéro 1, ça fait plusieurs années. C'est aussi une entreprise qui pousse beaucoup pour l'innovation, qui pousse beaucoup pour toutes sortes de choses, bâtiments durables, etc. Mais l'innovation, c'est très important chez nous. On est spécialisé dans plusieurs domaines en construction aussi. Il faut voir, tout à l'heure, moi, je parlais de bâtiments, mais en fait, on fait plus large que ça. On fait du civil. On a aussi une branche qui est du côté des éoliennes, etc. Donc, des infrastructures, beaucoup. On est là-dedans depuis un certain temps. Pomerleau, ça existe depuis une 50aine d'années maintenant. Wow. Et ça emploie des emplois directs chez Pomerleau. On est à peu près 4000 répartis dans 9 bureaux régionaux. Il y a à peu près 200 chantiers qui roulent en même temps au Canada de Pomerleau. Wow! C'est impressionnant. Oui. C'est vraiment impressionnant. Puis j'imagine que... puis toi, Charles, tu es responsable. En fait, c'est dans Pomerleau, il y a une gang qui s'occupe de l'estimation pour tout le monde. En fait, il y a plusieurs gangs qui s'occupent de l'estimation, parce que c'est réparti selon le Québec, le Canada et le civil. Le bâtiment et le civil étant 2 structures différentes. Moi, je m'occupe de bâtiment pour le Québec. Okay. Mais c'est des gens qui collaborent ensemble. C'est pas rare que puis le projet de Jean-François est un bel exemple où un projet comme le REM, les équipes d'estimation, préconstruction, bâtiment, civil vont travailler ensemble, collaborer avec les équipes de construction justement pour pouvoir gagner les projets et les réaliser aussi.
Donc, un gros joueur, le joueur majeur au Québec, Jean-François Dupuis, d'un point de vue innovation, on a parlé qu'il faisait de l'innovation. Anne-Sophie en a parlé, Sean en a parlé. Vous suivez où par rapport à ça au niveau de l'innovation? C'est un gros département, c'est comment ça se passe chez vous? Oui, ben exact. En fait, il faut dire qu'il y a un département innovation que je fais partie, en fait, le département innovation dans lequel je travaille, mais l'innovation chez Pomerleau, c'est vraiment une valeur de Pomerleau, comme Anne-Sophie en parlait. Tout le monde est impliqué dans l'innovation. Ce n'est pas seulement le département innovation qui amène des idées, qui développe des trucs. Il y a des idées qui viennent d'un peu partout, des différents départements qui amènent des idées, qui amènent des nouveaux outils. Puis nous, on est un peu, je dirais, comme l'équipe qui va aider à développer, implémenter, les appliquer. Donc, il y a cette notion-là, ce rôle-là qu'on a de notre côté, mais toujours en termes de, je dirais, en collaboration avec le reste des gens de chez Pomerleau. Notre premier mandat, en fait, on a parlé un petit peu au début, là, donc le côté BIM, ça a été vraiment notre premier mandat, je pense que chez Pomerleau, à l'arrivée du département innovation. Donc, on avait le mandat, en fait, de l'implémenter, de l'appliquer. Puis c'est vraiment une tâche qui est au quotidien encore une de nos tâches principales. Donc, c'est d'appliquer ces techniques-là. Donc, le processus BIM pour Building Information Modeling, juste pour expliquer un peu. En fait, le BIM, qu'est-ce que c'est? Juste pour expliquer rapidement, c'est vraiment tout ce qui entoure l'utilisation du modèle 3D. Donc, on a des modèles 3D. Après ça, à partir de ça, dans le fond, c'est de passer du plan 2D qu'on avait avant ça et de dire, bien, maintenant, on n'a plus seulement ça, on a peut-être le 3D qu'on peut utiliser pour nous aider à faire de la conception, de la coordination. En fait, toutes les phases de la construction peut passer en fait par notre département, parce que je ne veux pas dire que tous les projets le font, mais c'était une de notre rôle de venir implémenter ça de ce côté-là. Donc, il peut être utilisé dans le cas de l'estimation, dans la planification, etc. C'est ce que Donc, ça, c'est un... Oui. Vas-y. C'est comme un des gros rôles, mais évidemment, au fil du temps, on a amené d'autres trucs aussi. Donc, différentes technologies qui sont arrivées, des plateformes qu'on a apportées sur des projets comme il y a la plateforme BIM 360 Field, qui est une plateforme qui a permis de numériser les processus de suivi d'efficience. Donc, c'est une plateforme qu'on a amenée. Puis, il y a toute l'utilisation des drones, des scans, photos 360 qui nous permettent de numériser l'existant. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé. Puis pour ceux qui ont peut-être entendu parler, avec notre collaboration avec Boston Dynamics, on a eu aussi l'avènement de Spot qui est un peu dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire de venir recueillir de l'information sur le chantier. Donc, présentement, ils utilisent des photos 360 qui nous permettent de recueillir de l'information. L'idée, ça va être par la suite peut-être d'aller un peu plus loin puis d'utiliser avec un scan laser. Donc, tout ça, c'est vraiment l'idée on récupère l'information, on numérise cette information-là, puis ça nous permet d'analyser l'avancement des travaux, ça nous permet de vérifier la qualité de l'installation, faire des extractions de quantité, évidemment. Puis ça peut nous aider aussi à l'aide à la planification, l'aide à la coordination des travaux. Ça veut dire que Pomerleau... Vas-y, Anne-Sophie. Oui, si tu permets, Jean-François, en fait, il y a une chose qui est peut-être pas claire pour certains, là, mais le BIM, ça se trouve être une base de données. C'est un modèle 3D, là, mais dans les faits, l'information, elle est vraiment sous base de données. Puis, elle nous permet, on intègre des informations là-dedans et on les extrait aussi. Puis ça, je pense, c'est fondamental parce que ça vient révolutionner complètement l'affaire. C'est ça qui nous permet de tout rattacher, ces informations-là. Et c'est ça aussi qui permet de penser à d'autres choses aussi, d'imaginer un développement d'idées par rapport à tout ça. Exact. C'est pas juste le 3D, c'est pas juste une forme quelconque, c'est qu'il y a vraiment les paramètres associés à ces éléments-là. Donc, on peut cliquer sur un élément et dire, voici ce mur-là, on sait exactement ses composantes, on sait son volume, on sait sa surface. Donc, on peut sortir des quantités. Donc, c'est pour ça que je parlais du BIM qui nous permet de travailler sur différentes phases des travaux de la construction. Donc, en estimation, on peut s'en servir en portions pour dire, OK, je peux estimer les quantités de béton, quantités d'acier. Ça là, vous avez fait ce tournant-là parce que c'est un tournant dans les alentours 2012, 2013, exact. 2014. Donc, il a fallu que Pomerleau s'est dit, écoute, nous, en fait, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que
innovation, c'est synonyme d'amélioration de la productivité, de s'assurer d'être les leaders dans notre domaine, et ainsi de suite. Donc, le BIM, c'était la première étape. C'est une étape importante dans l'histoire de Pomerleau pour qu'il demeure le choix majeur. Il s'est dit, nous, on part avec BIM. Puis il a fallu que l'innovation. Mais BIM, ça doit avoir révolutionné un peu ton monde, chambre d'estimation, cette affaire-là, j'imagine? Absolument, parce que moi, je suis un petit peu plus vieux que les deux Jean-François. Donc, j'ai connu une époque où que tu ouvrais des plans, il y avait ça des bleus dans le temps, là, hein, ça sentait l'ammoniaque à pu finir. Puis tu travaillais de façon très, très manuelle, puis tu avais essayé d'imaginer dans ta tête à quoi pouvait ressembler un projet. Aujourd'hui, avec les modèles, quand on les a, la tâche est beaucoup plus facile pour un estimateur de comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire comme travaux. Sans l'avenue du BIM, je n'aurais jamais été capable d'aller placer les grues à tour du stade pour pouvoir dire, OK, c'est ça l'endroit, la meilleure place pour aller mettre les grues, pour pouvoir aller faire les travaux. En 2D, ça aurait été vraiment difficile de tout faire ça. Si je peux me permettre, peut-être, le BIM aussi, je pense que c'est un excellent outil de communication pour les différentes parties prenantes sur les projets dont on mentionne le client. Là. Des fois, évidemment, des complexités des plans 2D, c'est un peu dur à se projeter en 3 dimensions puis à comprendre les espaces, la volumétrie aussi des ouvrages. Puis ça s'applique aussi à nos partenaires d'affaires, donc tout l'écosystème, les sous-traitants, les fournisseurs là, qui gravitent autour des projets. Ce modèle-là vient vraiment permettre, je pense, de véhiculer puis de communiquer de l'information de manière vraiment, vraiment, vraiment efficace. Puis BIM, là, BIM, essentiellement, c'est aussi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de documents associés à tout ça, là, ces choses-là, parce que si on clique à quelque part, on veut voir le document. Pendant que j'étais Jean-François, je te poserais, on parle de la mécanique, on a parlé de la mécanique qui mène dans un projet comment c'est gros la construction. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu nous présente un peu, c'est quoi les étapes d'un projet de construction? Là, on a parlé de conception, estimation, exécution, ces choses-là. J'aimerais ça que tu pourrais nous parler de ça, puis nous parler aussi des interactions entre les différents départements. Oui, Puis je vais présenter un schéma aussi en même temps. Oui, le petit schéma, là, je pense que ça va aider tout le monde à mettre en fait peut-être une image sur ce processus-là. En fait, Alain, je pense que tu le mentionnes bien, mais c'est important de mentionner ou de préciser là, après ma barre qu'il existe plusieurs modes contractuels en fait là, de projet. Donc, chaque mode contractuel vont venir teinter ou vont venir dicter un peu l'ordonnancement, si on veut, des étapes. Donc, c'est sûr et certain que de manière générale, comme on voit sur le schéma là, présentement à l'écran, un projet va démarrer avec une phase de conception. Ça va de soi un peu. Il faut définir un peu les paramètres puis commencer à mettre tout ça en forme. Évidemment, l'estimation va suivre avec la conception. Donc, on voit souvent que c'est en fait des liens d'interdépendance, donc des boucles d'itération. Et on a aussi l'exécution, évidemment, là, qui vient en ligne de compte. Donc, je mentionnais qu'il y avait plusieurs modes contractuels de projet. Je pense que, en fait, là, le mode le plus standard que les gens connaissent, là, puis qui est souvent reproduit, là, si on veut, dans la vie de tous les jours pour des rénovations résidentielles, des trucs comme ça, on parle d'un mode forfaitaire. Donc, évidemment, c'est un mode où est-ce que le client va initier le projet. Il va avoir une étape de conception, une étape d'estimation, puis après ça, on va sauter à l'exécution par la suite. Évidemment, c'est un mode qui est plutôt linéaire. Évidemment, il y a toujours des boucles d'itération. Donc, durant l'exécution, l'estimation va être quand même impliquée. Puis, on va retourner à la conception aussi pour gérer des changements. Il y a d'autres modes, dans le fond, qui sont plutôt alternatifs, mais qu'on voit de plus en plus. Où est-ce que cette dynamique-là, en fait, qu'on parlait, puis Anne-Sophie l'a abordé quand même assez bien là, au début. En fait, c'est vraiment au point de vue du client. Des fois, il va demander en fait de transférer certaines responsabilités. Donc, le maître d'œuvre va reprendre la conception. Donc, on pense au projet en design build, donc conception-construction, les PPP. On a aussi du clé en main, donc on s'occupe du financement, conception, construction, opération. Donc,
on a ces 3 grands départements-là, ces 3 grandes étapes-là, en fait, du projet qui sont en constante interaction selon les différents modes. Et évidemment, bon, on le voit là, dans le schéma, là, on a l'innovation et la R&D et d'autres départements là, qui vont supporter, donner des outils puis alimenter ces processus-là au fur et à mesure de l'avancement du projet. Le schéma ici, il est présenté comme ça, mais on aurait pu on aurait pu faire un cercle puis que ça itère constamment, essentiellement, parce que quand vous êtes dans un projet, vous êtes un groupe qui travaille très, très étroitement parce que ça peut. C'est C'est une gros. équipe intégrée. Oui, Ouais, c'est une équipe totalement intégrée. Puis c'est vraiment, c'est pas linéaire comme ça, là. Il fallait représenter pour être capable de voir les différents morceaux, mais en fait, ça fonctionne vraiment comme une boucle constante d'échange d'idées, etc., puis de remise en question. Souvent, on va voir maintenant, évidemment, les contraintes de projet, les échéanciers sont de plus en plus compressés, courts. Souvent, on va amorcer à peine la conception que la construction va démarrer très, très rapidement. On démarre les excavations, on connaît à peu près le footprint du bâtiment. Donc, c'est vraiment, il y a un chevauchement là, inévitable. Puis, comme Anne-Sophie dit, après ça, c'est une loupe, puis ça tourne. Il y a beaucoup de choses. Si on avait le cercle là, plutôt, là, en fait, il y a un élément, il y a un des joueurs qui est important là-dedans, c'est que c'est vraiment centré sur les besoins du client qui serait au centre essentiellement de ça, puis qui serait toujours consulté au fur et à mesure du projet, que ce soit de la conception, autant l'estimation que l'exécution. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a certains modes contractuels, là, puis on ne rentrera pas nécessairement dans le détail, mais il y a des choses aussi où, par exemple, quand on fait un clé en main, les besoins sont établis au début, puis c'est vraiment très, très défini, puis on part avec ça, puis en fait, l'équipe qui travaille là-dessus est déjà beaucoup plus détachée du client que dans certains autres modes. Donc, il y a des variations, mais il reste quand même qu'il y a toujours le client qui a défini ses besoins, puis après ça, bien, toute cette équipe-là travaille ensemble par multiples itérations à essayer de faire aboutir ce prototype-là pour arriver au résultat qu'on souhaite. Puis ça, là, ça génère beaucoup de documents, ces affaires-là, c'est sûr. Là, ça génère beaucoup de documents. On embrasse du papier à l'intérieur. Ben, en fait, c'est ça. Donc essentiellement, des projets comme ça peut être des milliers de documents. On me parlait là, des devis qui pouvaient avoir 1500 puis 3000 pages facilement, à part les plans, Puis ça, c'est interrelié avec des contrats, puis c'est très complexe, puis il faut avoir des réflexes très rapides pour ne pas échapper de quoi là-dedans. C'est ce que j'en comprends essentiellement de ça. Y a-t-il quelqu'un qui va intervenir là-dessus? Oui, j'y allais. Vas-y. OK. Oui, j'y allais parce que, à l'estimation, on voit beaucoup plus de projets dans une année que n'importe quel chargé de projet là, dans n'importe quelle construction. Là, nous, on fait 70 projets par année juste à Montréal. C'est comme ça dans tous les bureaux. Donc, des plans et des devis et des choses mal faites, on en voit des tonnes, ainsi que des choses bien faites. Il y en a aussi. Là. Mais tu sais, comme tu disais, Alain, des devis à 1500 pages, des fois, c'est pas beaucoup. Là, hein. C'est des documents très volumineux. Et souvent, le jour 1, nous, on reçoit les documents là, le jour que le client il met sur le marché, soit par un appel d'offres public ou privé. Et souvent, il nous envoie ça, puis il nous donne 2-3 semaines pour estimer un projet de 50, 100, 200 millions. Et souvent, les documents sont tout croches. Donc, tu as des plans, tu as des contrats, tu as des devis. Et 2 semaines après, ben, il te revient, il réémet 50 des documents, il te recommence encore ta lecture et l'analyse. Et en tout ça, tu comptes du matériel, tu essaies de mettre un prix là-dessus, tu essaies de faire un échéancier, tu essaies d'analyser les risques. Et ce qu'on entend depuis 5-6 ans, c'est que les professionnels ont de moins en moins de temps de la part des professionnels, des clients. Les clients veulent des projets demain. On le voit actuellement là, avec le gouvernement qui veut construire des écoles, des maisons des aînés. Tout est, je ne vais pas dire garoché, mais tout est fait en mode accéléré. Et nous, on écope un petit peu de ce volet-là où on finit par faire plus de gestion documentaire que d'estimation. Ce n'est pas vraiment notre profession actuellement. Là. OK.
Donc, En fait, au niveau de la conception, si je donne l'exemple du CHUM, parce que ça, c'est un projet qui vit, là, puis l'estimation, c'est au départ, oui, on fait cette étape-là, puis c'est vrai au niveau du développement de la proposition, où on a énormément de documents à consulter pour essayer d'organiser tout ça. Mais même au travers du projet, nous, phase 2 sur le CHUM, ça fait un peu plus que 3 ans maintenant qu'on est là-dessus. Bien, dans notre base de données, on a 7,25 téraoctets. C'est énorme, c'est gigantesque. C'est des remises et des remises et des remises aux clients, des milliers de commentaires à gérer qui sont répartis dans des tonnes de fiches de commentaires, dans des tas de documents qui ont été émis, juste les plans et devis. Les plans, on a pour à peu près 40 000 fichiers différents de plans. Là. Il y a peut-être 1500 feuilles de plans, mais on est rendu à 40 000 fichiers. Et ça fait 3 ans et demi. Puis l'enjeu, c'est ça, c'est que c'est vivant, ces projets-là, comme tu l'as dit, Anne-Sophie. Même quand c'est terminé, ça demeure vivant parce que la documentation peut être consultée encore à l'intérieur de ça. Il y a des périodes de garantie qui sont associées à tout ça aussi. Donc, essentiellement, c'est beaucoup de documents, puis un des enjeux que j'ai compris en discutant avec vous tous, c'est de dire, ben oui, j'ai vu ça à quelque part dans un des documents, puis tu te rappelles-tu, Jean-François, tu te rappelles-tu, Anne-Sophie, où c'était exactement? Ça, c'est la question qui probablement vous fait perdre beaucoup de temps dans votre travail quotidien. On comprend de façon, on comprend la mécanique d'un point de vue macro. Ce que j'aimerais maintenant, c'est passer département par département, puis comprendre un peu plus qu'est-ce que vous faites. Donc, j'aimerais comprendre aussi vos douleurs en même temps que vous m'expliquiez tout ça, les irritants. On va commencer avec Anne-Sophie par la conception. Qu'est-ce que tu fais dans ton département? Puis, c'est quoi les processus? Les principaux irritants que tu rencontres, puis essaye de nous dire qu'est-ce que tu penses que l'IA pourrait, même si vous n'êtes pas nécessairement des experts en IA, mais au moins commencer à mettre la table pour qu'est-ce que tu penses que l'IA pourrait t'aider dans ton travail. La première chose, c'est sûr que l'interface des gens de conception, c'est vraiment beaucoup d'abord avec les professionnels. Donc, on va chercher ces professionnels-là, on a leur contrat, on gère leur contrat, on les définit. On a aussi une interaction directe avec le client pour poursuivre le développement des besoins, puis vraiment définir la conception comme telle, donc plans et devis, mais toutes les stratégies qui sont derrière ça. On détermine l'échéancier de conception, puis on l'établit en fonction aussi de l'échéancier de construction. Ces deux éléments-là interagissent directement, là. Ça ne fonctionne pas tout seul, là. On monte aussi l'ensemble de la documentation qui doit être mise au client. On interagit avec le client au niveau de ses commentaires. On appuie la construction. On est constamment en dialogue avec les divers intervenants sur le chantier pour résoudre des problématiques qui sont découvertes seulement en cours de projet. Des fois, c'est un produit qui change. Des fois, c'est une surprise qu'on trouve au chantier. Des fois, c'est qu'on a besoin d'accélérer, puis finalement, bien, ça change la technique de construction et donc la conception elle-même. Donc, c'est gérer tous ces aspects-là. Puis, bien, c'est dans des projets qui sont en PPP, partenariat public-privé. C'est dans des projets aussi qui sont en fait en design-construction. Donc, je donne l'exemple du CHUM là, qui est très complexe. Bien, oui, une des difficultés, là, on voit plusieurs éléments. Il y a du rouge un peu partout, là, du texte en rouge. Il y a tellement d'intervenants dans ce projet-là. Nous, on est le joueur qui est complètement en bas, là, qui est le constructeur phase 2. On interagit avec le constructeur phase 1. On a un contrat, en fait, au départ, le CHUM a un contrat avec le concessionnaire. Là, donc, vous voyez en haut, à peu près au centre, entente de partenariat entre le CHUM et Progeco, qui est le concessionnaire. Puis, lui a donné toutes ses responsabilités de financement, de travaux, de services à différents intervenants. Nous, au niveau des travaux, le constructeur va chercher la conception, la construction, la mise en service. Puis après ça, bien, tous ces joueurs-là, ce qu'on voit là, dans le Amended and Restated Interface Agreement, en fait, il y a aussi un autre contrat qui vient régir les relations de ces gens-là entre eux.
Ça fait beaucoup de documents contractuels, puis vous pouvez imaginer que ces documents contractuels-là comprennent, oui, des aspects légaux, mais ils comprennent aussi beaucoup d'aspects techniques. Puis, ils sont décrits, juste pour les aspects techniques, la proposition du CHUM, elle représente à peu près 4500 pages de texte. Je ne compte même pas les plans. On a au niveau on a des contraintes aussi techniques elles-mêmes qu'on doit intégrer. Et si on n'arrive pas à les intégrer correctement, on peut se ramasser avec des pénalités importantes. Et c'est des modes contractuels où pendant 30 ans, les éléments qui ne répondent pas aux exigences contractuelles viennent affecter le concessionnaire. Nous, on est affecté pendant une période d'une bonne dizaine d'années, une douzaine d'années facilement. Donc, la complexité contractuelle, elle est très grande. Le nombre de joueurs est très important. Il y a un transfert de risque qui est fait. Puis, il y a énormément de documentation qui se contredisent même entre elles. Donc, ça fait partie des difficultés. C'est très lourd, c'est très rapide aussi, ça a l'air de rien, là, ça a l'air d'un gros éléphant, mais il faut le faire courir, il faut qu'il fasse un sprint, cet éléphant-là, qu'on arrive à la ligne d'arrivée en un temps record. Il y a donc beaucoup d'imprévus, puis on a juste une chance pour le faire, là. C'est pas, on n'a pas un entraînement continu à faire un projet, puis un autre, puis tout ça, qui ont toujours les mêmes contraintes. Ce sont des projets qui sont constamment différents l'un de l'autre. Donc, à chaque fois, il faut qu'on découvre les difficultés, qu'on trouve les solutions pour y arriver. Donc, c'est ça qui est la grosse, disons, les principaux irritants, les principaux défis, puis ça évolue constamment. Parle-nous, quand on a eu nos discussions, tu me parlais là, que vous suivez toutes les interactions avec le client dans Oui. un immense chiffrier par plusieurs chiffriers, là, essentiellement, où il y a une question qui est posée, il y a une réponse qui est. Puis là, ben, vous comprendrez ce qui sont dans l'auditoire, là, c'est un des problèmes qu'on a en intelligence artificielle, question answering. Donc, toi, tu as ça, là, essentiellement, tu as des choses comme ça, qui disent, ben, j'ai des questions, j'ai des réponses. Puis, un de tes enjeux, c'est de dire, j'aimerais ça répondre à peu près les mêmes choses dans le cours d'un projet à une question qui est posée similaire, essentiellement, pour pas qu'il y ait de contradiction ou encore détecter s'il y a des contradictions dans les questions qui sont posées par rapport à ce qui a déjà été demandé. Donc, ça, c'était un de tes douleurs, tes peines que tu avais là. Ben, d'autant qu'une équipe de conception comme celle du CHUM, avec tous les consultants et tout ça, on doit être au moins 200 personnes, là, juste au CHUM phase 2. Et j'ai vu des projets plus gros que ça. Donc, oui, la possibilité de contradiction, elle est très grande. Sur un projet qui est à longue haleine, l'équipe change aussi au fur et à mesure. Puis les gens oublient dans certains cas. Ce n'est pas tout le monde qui a une mémoire phénoménale. Ça aide d'en avoir une, mais ce n'est pas garant de tout. Donc, oui, gérer ces commentaires-là. Puis il faut voir aussi, on n'a pas le choix nécessairement toujours des outils. Le client nous a imposé cette manière de faire-là en passant par des chiffriers Excel. Ça peut être pratique pour certains aspects, mais côté gestion de l'information, c'est pas génial. Ça pose plusieurs problématiques. Il y a... oui. En informatique, nous, Oui. on a souvent ce que tu décris comme tes remises, là, essentiellement, c'est des questions-réponses. Nous, on a des systèmes de tickets, par exemple. Je pense à Jira, là, où le client peut poser une question, puis ça rentre dans un workflow complet, puis on peut suivre exactement le ticket, comment il était exactement. J'imagine, c'est ça comme tu me dis, c'est que chez vous, puis dans la construction, de façon générale, on est plus dans un mode chiffrier où il y a des statuts qui sont donnés. C'est ça les outils que vous utilisez. Ça dépend, mais c'est parce que dans les projets en PPP, qui sont les projets avec le gouvernement du Québec, la plupart du temps, je ne sais pas s'il y en a qui se font autrement, mais moi, tous ceux que j'ai vus se sont réalisés avec ces fameux fichiers Excel-là. En même temps, il y a une structure qui est toujours constante, donc il y a sûrement moyen de faire quelque chose avec ça
pour automatiser. Mais si on pouvait prendre ça puis mettre ça dans une base de données, réussir à créer des suggestions possibles de réponses parce que le système finit par apprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on répond au fur et à mesure, puis d'aider les gens à faire le rapprochement entre les sujets qui sont couverts, c'est sûr que ça nous aiderait. Ça, c'est un des aspects. Mais il y en a d'autres qui sont aussi simples que des contradictions entre les documents. Alors, des contradictions, ça peut être entre les plans et devis puis les exigences contractuelles. Ça, c'est peut-être le premier point qui est vraiment important, qu'on s'acharne à vraiment vérifier de A à Z, mais s'il y avait des systèmes qui nous facilitaient l'identification de ces choses-là, ça aiderait. Ça pourrait être utile même, pas juste avec les exigences contractuelles, mais plus tard quand on part en appel d'offres. Donc ça, quand Jean-François, par exemple, Perron, prend la balle, puis lui, s'en va chercher les soumissions des sous-traitants, il pourrait y avoir une comparaison des contradictions entre les plans et devis et les documents d'appel d'offres. Ça peut arriver qu'il y a des choses qui ne se rejoignent pas tout à fait. Ça pourrait être la même chose au niveau des dessins d'atelier. Donc, ça, c'est les dessins qui sont produits par les sous-traitants pour expliquer comment ils entendent construire et ça permet de comprendre qu'ils ont bien compris, puis de faire comprendre aussi aux autres intervenants qu'est-ce qu'ils ont l'intention de construire au bout du compte selon nos plans. Donc, ça, c'est un autre aspect, toute la question des contradictions. Il y a aussi des choses aussi bêtes que... Oui, tu m'as parlé beaucoup qu'une des choses que tu aimerais, c'est si on pouvait ajouter des liens entre les documents, essentiellement entre les différents documents, être capable de ce que j'ai. Puis je pense que toi, tu m'en as parlé, Sean m'en a parlé, tout le monde, vous aimeriez avoir ça. C'est par exemple, si on fait une référence à une loi, par exemple, est-ce qu'on puisse y accéder plus facilement que dans le contexte? Donc, puis je pense mais il y a des choses aussi, par exemple, on fait une demande à un professionnel, ou quelqu'un, un intervenant dans le projet, puis on veut s'assurer que cette demande-là, elle a été exécutée. Ça ne se fait pas dans l'immédiat, ça peut prendre quelques jours, puis il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui circulent en même temps. Mais comme notre information, elle est quand même organisée selon des plans, on sait exactement une même feuille de plan ou une même section de devis qui a son numéro bien défini, couvre toujours la même chose, c'est juste une évolution au fil du temps. À partir du moment où on entre une requête, par exemple, en disant, moi, je veux avoir, j'ai une modification qui s'en vient au 3e étage pour une porte telle locale, si on arrivait à associer ça au plan, au devis, etc., mais quand les directives rentrent, plutôt que de chercher les directives qui rentrent, si le système m'en proposait tout de suite en me disant « je pense que ça pourrait être corrigé dans tel ou tel élément », ça nous aiderait parce que ça accélérerait les choses, ça éviterait de chercher. Puis même les professionnels eux-mêmes, au bout d'une semaine, je leur pose la question « avez-vous fait cette chose-là? Je ne l'ai pas vue. » Puis ils ne savent pas nécessairement, ou alors il y en a qui disent « oui ». Mais c'est pas vrai. Jean-François Perron, il va revenir. On reviendra quand. Vas-y, Jean-François. Je voulais juste glisser un petit mot qu'effectivement, c'est souvent la source principale des modifications ou en fait des problèmes dans l'exécution. C'est des morceaux de puzzle qui arrivent au mauvais moment ou qui sont manquants, là, tout court. C'est sûr et certain que c'est un défi de taille. Puis tu nous reviendras tantôt parce que toi aussi, tu as identifié là, que ça peut avoir tu as d'autres rêves là, par rapport à ta gestion de projet. Sean, toi, de ton côté, explique-nous qu'est-ce que tu fais, que ça fait un gars qui estime dans des projets. Puis en même temps, j'aimerais ça aussi que passe un petit mot aussi sur le master format là, qui est une norme aussi que vous utilisez dans votre domaine, parce qu'on n'a pas parlé jusqu'à présent encore, là, mais en parler en même temps. Donc, explique-nous ça, puis nous dire comment l'IA pourrait t'aider aussi, puis c'est quoi tes principaux irritants. À toi. Si jamais j'oublie une de tes questions, tu me diras. À l'estimation, ce qu'on fait, c'est bien simple. Là. On dit aux gens combien ça coûte. Ils ont-tu l'argent? Ils n'ont pas l'argent pour faire le projet. On est souvent porteur de mauvaises nouvelles.
c'est une blague qu'on fait souvent à l'interne. Les clients n'aiment pas quand on leur dit que ça va coûter trop cher, le projet. Et pourquoi? Bien parce que justement, on a une tonne de documents à analyser et souvent, les clients n'ont pas nécessairement bien défini leurs besoins ou ils ont été mal compris par les professionnels. Tantôt, on parlait d'un nombre important de documents. C'est un de nos enjeux. Là. En 4 à 6 semaines, il faut que tu comptes une job de 100 millions avec des milliers de plans, des milliers de devis. Puis là-dedans, il y en a qui se parlent. C'est l'estimateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser les documents, il va lire, il va essayer d'interpréter au meilleur de ses connaissances. Il va partager ça avec des sous-traitants, des fournisseurs, puis eux vont poser des questions aussi à nous et aux clients. Puis en sortant les quantités ou en les extrayant d'un modèle 3D, on va ensuite essayer de mettre un prix là-dessus, puis s'assurer qu'on met le prix justement pour le plus juste pour le projet, tout ça en faisant l'échéancier, puis en établissant le profit et les marges au niveau du projet. Puis un des enjeux, tu sais, c'est qu'est-ce qui nous irrite le plus à ce niveau-là, c'est justement les documents qui, malgré tout ça, ça fait 100 ans que les professionnels font de la conception avec des plans, puis 3D, rien changé. Puis on va continuer à avoir des erreurs de coordination, des fois qui sont très, très banales. Des fois, on les voit, des fois, on ne les voit pas, mais c'est dans le rôle de l'estimateur d'essayer de déceler les incohérences au niveau des documents, les manques les erreurs de coordination, clarifier les éléments. Puis après ça, ben, après 2-3 semaines, ben, tu reçois des documents révisés, puis encore, tu te mets à regarder les documents. On a vu un petit peu ce point-là de la révision des documents là, qui t'arrive, c'est-tu un enjeu à savoir, écoute, faut-tu relire tout le document complet quand il revient? Ça arrive parce que des fois, ils vont décider de réémettre une section de devis au complet, puis des fois, ils vont identifier les changements qu'ils ont faits, mais des fois, ils oublient. Ça reste des erreurs humaines. Donc, professionnellement, en tant qu'estimateur, tu dois t'assurer que tout ça est complet. Au niveau des plans, il y a eu beaucoup d'avancements au niveau de l'IA dans les dernières années parce que il y a des outils comme SmartUse et Procore qui sont des outils de gestion documentaire au niveau des plans 2D qui permettent justement de faire la gestion des modifications. Donc, tu peux faire un overlay des plans et eux, ils identifient tout de suite les changements. Puis, ils vont même plus loin que ça, où ils vont reconnaître un détail agrandi. Donc, l'estimateur qui est sur le plan A100, il va voir une bulle, il va cliquer sur une porte et ça va l'emmener à un autre plan pour pouvoir justement voir les détails agrandis, la connexion, le type d'assemblage. Tout ça se fait très bien dans le 2D et c'est quelque chose qui a été implanté chez Pomerleau il y a environ 6-7 ans à l'estimation à Montréal. C'est depuis 2 ans qu'on utilise ça. Et il y a Procore aussi qui le fait. Ça nous a aidé. Le problème, c'est que l'estimateur, il n'est pas juste limité au 2D. Il y a aussi un devis attaché à ça. La porte, est-tu en bois, est-tu en acier, y a-t-il une quincaillerie? La quincaillerie, est-ce qu'elle est électrifiée? Donc, il faut aller voir sur le plan électrique. C'est que ces documents 2D-là ne sont pas interreliés entre eux, entre architecture et électricité, et ils ne sont pas aussi reliés avec les devis. Moi, dans un monde parfait, ce que j'aimerais, c'est que l'estimateur est assis, puis quand il clique sur la porte, ben, il peut aller voir l'information du devis. C'est tel type de porte, il y a un cadre d'acier, il y a tel type de quincaillerie, c'est installé de telle façon. Puis il y a un autre lien qui l'emmène au fournisseur pour pouvoir, en une étape, au lieu d'aller consulter un paquet de documents, là, il va voir les addendas, il va voir les corrections, il va voir le contrat. Ça finit qu'il passe beaucoup de temps, beaucoup de perte de temps, là, malgré les avancements qu'il y a eu à ce niveau-là. Puis ça, il faut que tu évalues un contrat de 100 millions en quelques semaines avec toute une panoplie. Toi, tu travailles avec des documents, puis avec, j'imagine, Anne-Sophie, là, puis probablement Jean-François, pour être en mesure puis de dire, bien, je suis il veut dire quoi dans ce document-là, essentiellement, puis comment, puis toi, tu essaies de trouver une façon de dire, bien, la porte qui demande, là, elle coûte tant, mais si on la faisait autrement, est-ce qu'on revient à rebours, puis il y a du back and forth qui se fait entre Anne-Sophie et le client, et toi et le client, ou ça se fait comme ça, j'imagine? Si une chose que je peux dire, c'est que Sean est impliqué sur plusieurs modes contractuels. Donc, quand on fait, par exemple, si on développe une proposition en PPP,
son équipe va être impliquée, oui, certainement. Et oui, les gens qui travaillent comme moi, par exemple, je pourrais être impliquée sur un projet de ce type-là. Et là, on va interagir de façon directe, c'est certain. Mais Sean vit aussi l'autre réalité où il reçoit des choses qui n'ont pas été préparées en conception, où on n'est pas impliqué en conception, et ça vient de l'externe. Donc, le client a décidé de garder ça d'une autre manière. Donc, ça peut être un forfaitaire. Et dans ce cas-là, il faut vivre avec les documents. La problématique est la même au niveau de l'estimation, mais ce n'est pas la même relation contractuelle quand même. OK. Donc, l'interaction dans la boîte n'est pas la même non plus. OK. Donc, je vais passer maintenant à Jean-François Perron, qui est Oui. ingénieur et gérant de projet. Puis en fait, ce que je comprends, là, c'est que tu livres selon la conception et selon les estimations. Ce que tes collègues ont produit en matière de documentation devient super important pour la suite et la livraison du projet. Puis j'imagine que toi aussi, tu produis de la documentation. C'est que fais-moi un tour du propriétaire de ton département, les processus, tes irritants, puis évidemment, comment une IA pourrait t'aider. Oui, avec plaisir. Donc, comme tu l'as bien décrit ou bien expliqué, là, au point de vue de l'exécution, évidemment, l'équipe, là, une fois que le projet, soit qui est gagné, là, donc au niveau de l'estimation ou même dans un autre mode contractuel, ou si on est appelé à intervenir là, en amont, l'exécution, en fait, c'est la mise en œuvre d'une stratégie qui a été développée par les différentes équipes. Donc, on parle de la réalisation là, physique au chantier. Évidemment, là, cette réalisation-là, elle doit répondre à la triple contrainte que tout le monde en gestion de projet connaisse, donc la qualité, le contenu, les budgets, puis l'échéancier. Donc, on arrive à jongler avec ces contraintes-là pour arriver au but ultime, évidemment, de livrer un projet dans les contraintes, puis évidemment de satisfaire le client. Donc, on peut nous voir un peu à l'exécution, j'aime un peu l'analogie du chef d'orchestre. Donc, ce n'est pas nécessairement lui qui va jouer la musique, mais c'est lui qui en fait l'interaction entre toutes les parties prenantes. Donc, vraiment, là, d'être capable de tirer sur les bonnes ficelles, d'être capable de diriger son orchestre, en fait, là, pour livrer ultimement une symphonie à un auditoire. Donc, le projet, vraiment, c'est l'exécution d'un projet, c'est vraiment, en gros, ce volet-là. D'un point de vue documentaire, je vous dirais évidemment, c'est d'analyser, de revoir, d'extraire, de produire de la documentation technique, contractuelle, puis évidemment là, de faire du suivi puis du contrôle là, de tous ces documents-là à travers les contrats. Donc, en gros, il y a de la rédaction de plans de gestion. Puis on parle des plans de gestion environnementale, des plans de gestion de la qualité. Donc, c'est évidemment, ces plans-là vont être basés sur, comme on parlait, les documents techniques, les documents contractuels du projet. Et c'est d'être capable, en fait, le défi, c'est d'être capable rapidement de se faire une bonne tête sur quelles sont ces contraintes-là, quels sont aussi les éléments qui doivent être, en fait, ciblés puis qui pourraient être potentiellement problématiques aussi dans le processus. Autre que les plans de gestion, évidemment, on va être appelé à faire, si on veut, ce qu'on appelle là, dans le jargon les baselines, donc un WBS, là, un Work Breakdown Structure, donc pour vraiment venir découper notre projet là, en sous-éléments. L'équipe, évidemment, de Sean et d'Anne-Sophie, là, souvent vont initier ce découpage-là, mais malheureusement, ce qu'on voit des fois, c'est que le WBS peut varier là, d'une phase d'exécution à l'autre du projet. Et évidemment, ce découpage-là va venir vraiment dicter ou en fait teinter la manière qu'on va contrôler nos budgets, qu'on va contrôler notre échéancier puis le monter aussi. Et va vraiment venir en fait structurer, là, si on veut, l'exécution. Au niveau de l'exécution, dans le fond, c'est un peu de reprendre ces baselines-là tout au cours du projet, puis de composer avec des changements qui vont subvenir sur le projet, d'être capable de mettre à jour ces baselines-là d'une manière efficace, d'une manière aussi adaptative, rapide pour être capable de réagir, puis de réorienter, si on veut, le projet en tant que tel, là, selon toujours la triple contrainte.
Ce que j'entends, c'est que tu as des problèmes similaires à ce que tes collègues ont, c'est-à-dire il faut trouver la documentation. Il y a la question, ce que tu as fait relever aussi, c'est l'histoire de c'est qu'il y a l'agilité à avoir là-dedans aussi. Là. C'est essentiellement une chose faut que ton chef d'orchestre soit capable de faire jouer les personnes au bon moment, les faire intervenir au bon moment. Puis ce que j'ai compris avec nos discussions, c'est qu'il y en a beaucoup d'intervenants il y a du trafic pas mal, essentiellement, c'est un chantier. Et tout ça, encore une fois, c'est régi par des contrats à l'arrière, puis qui doivent se conformer à ce que vous conformez avec le client. Est-ce que c'est bien ça, oui? Oui, c'est ça, exactement. Donc, on a à la fois, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a à la fois le client qui, évidemment, nous transfère ou nous mandate un projet qui, en fait, transfère dans les documents contractuels du projet ses obligations ou, en fait, ses désirs, puis les contraintes du projet. Et nous, de manière générale, dans l'industrie, à quelques exceptions près, il y a beaucoup de sous-traitance. Donc, on va appeler, en fait, des entrepreneurs spécialisés, des partenaires de l'entreprise à venir collaborer sur le projet. Évidemment, un des défis, c'est on transfère certaines de ces obligations-là puis de ces besoins-là à ces partenaires-là. Donc, il y a un waterfall effect, là, si on veut. Donc, on vient créer des nouveaux sous-contrats dans l'exécution. Et un des, je ne dirais pas un problème, mais c'est un défi, en fait, c'est de gérer aussi quand il y a un changement d'un côté, donc exemple du client, faut que ces changements-là aussi soient reflétés de l'autre côté, du côté de la sous-traitance, puis de notre côté aussi de gestion à l'interne. Donc, toute la traçabilité est importante dans votre affaire aussi. C'est ça que j'entends. Là. Oui, il faut trouver l'information, mais il faut aussi la traçabilité, il faut l'avoir aussi. Puis ça vient répondre. Ouais, éviter les trous. Donc, vous avez peur d'en échapper. C'est ça que je comprends. Là, ce qui vous rend nerveux sur un projet, c'est d'en échapper un peu. Puis là, Jean-François Dupuis, toi, tu viens tout régler les problèmes de tout le monde. C'est ça que je fais? Écoute, on essaye, mais c'est ça, comme Sean disait, il y a des trucs qu'on touche peut-être un peu moins, côté de vie, tout ça. Nous, on est le côté du 3D, de l'utilisation des modèles. On peut aller les aider, l'estimation, planification de ce côté-là, mais côté contractuel, on est peut-être un peu moins présentement dans ce coin-là. Donc, on essaie de trouver des solutions, mais de ce côté-là, on ne l'a pas trouvé. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, je pense. En introduction, tu nous as dit que toi, il y avait le BIM, puis essentiellement, moi, quand je pense à BIM, je pense à image, je pense à vision. L'IA, là, il y a beaucoup de développements qui ont été faits en intelligence artificielle par rapport à la vision. J'aimerais pour l'auditoire savoir, par exemple, s'ils ont un projet à faire avec vous autres, puis comprendre très bien où vous en êtes, c'est quoi votre expertise, c'est quoi le groupe qui pourrait intervenir, parce qu'il va y avoir des interactions entre la start-up puis vous, là, c'est essentiellement. Ouais. Explique-moi donc ça un peu, qu'est-ce que fait ton département, c'est quoi l'expertise, juste pour les gens. Puis là, on commence à être bousculé avec le temps, ça fait que si tu es capable d'être un peu Parfait, plus c'est bon. Parfait. Ben, c'est ça, juste pour résumer, en fait, c'est ça, notre département, oui, il y a le côté BIM, tout ça, donc l'application des technos, mais il y a aussi le côté recherche et développement. Donc, on a plein de petits groupes, de sous-groupes à l'intérieur du département innovation, que ça peut être du IoT, robotique, préfabrication et dont l'intelligence artificielle aussi. Donc, moi, de mon côté, je m'occupe de la portion intelligence artificielle dans le groupe innovation. On a un petit groupe, en fait, là, c'est pas un groupe énorme, mais on a quelques personnes, quelques développeurs à l'interne qui nous aident à développer, mais on est plutôt spécialisé du côté de l'analyse d'image, donc le computer vision. Donc, les gens dans notre équipe, c'est plus de ce côté-là. Puis, c'est ça, on fait de la veille technologique, puis on essaie aussi d'aller chercher de l'aide à l'externe aussi, parce que pour l'instant, on n'est pas capable de développer toutes les solutions, tous les objectifs qu'on a à l'interne concernant l'intelligence artificielle. Sinon, les développements qu'on a faits à l'interne, c'est présentement, on regarde du côté santé. Juste pour donner des exemples là, de qu'est-ce qu'on fait là, à l'interne avec l'équipe, on est en train de travailler du côté de santé-sécurité, donc côté analyse d'image. Donc, on a pensé à utiliser peut-être l'analyse des vidéos, images
pour détecter des problématiques, donc des enjeux, peut-être des proximités d'équipements dangereux près des travailleurs. On pensait aussi tout ce qui est analyse de la non-conformité peut-être du port de l'équipement de protection personnelle. Donc, est-ce que le travailleur porte le casque, est-ce qu'il porte la veste, etc. Donc, tous ces équipements-là. Donc, d'être capable d'avoir d'un seul coup d'œil, être capable d'analyser une certaine portion de chantier ou un endroit spécifique où est-ce qu'on a peut-être plus des problématiques, puis de faire de l'analyse. C'est quelque chose qui est je dirais, en recherche et développement futur, mais on n'est pas encore dans l'application de ce côté-là. On a fait un peu du côté aussi de reconnaissance d'image par rapport à l'avancement des travaux. C'est un des projets qu'on a commencé là, avec des étudiants dans le passé. Donc, voir comment on peut utiliser des images 360, des scans, peu importe la façon d'acquérir l'information, comment on peut faire du sens de cette information-là, puis de voir, ben voici, je suis capable de savoir que dans cette zone-là, je suis rendu à 50 d'avancement concernant mon bétonnage. Est-ce que je peux comparer ça à mon modèle 3D, puis dire, ben voici vraiment ce que je devrais avoir présentement, c'est ça. Côté progression, mais aussi on peut penser côté qualité d'installation, c'est-à-dire j'ai un scan, j'ai des photos, je suis capable d'à peu près savoir le positionnement que je devrais avoir, que j'ai en fait dans l'existant, comment c'est construit, puis je peux le comparer à mon proposé. Donc, dans mon modèle 3D, c'est quoi les différences, c'est quoi les déviations. Donc, c'est un peu de ce côté-là qu'on travaille, côté vraiment vision. Puis aussi, on va aller voir aussi, comme je disais, avec de l'aide externe, donc capable de nous aider sur peut-être de l'expertise qu'on a un peu moins à l'interne, mais on essaie de développer là, notre équipe. Là, en vision, on a des belles compagnies là, qui ont développé des beaux produits au Québec, là, pas à Montréal aussi. Là, je pense à l'outil que Data Performer a fait pour le 2 mètres. C'est un chantier essentiellement. Ceci dit, parle-moi de l'initiative Fox un peu chez vous, parce que comment ça, pour expliquer un peu qu'il y a une synergie là, entre les autres puis toi, là, essentiellement, pour que l'innovation puisse se relever. Là. Exact, c'est ça. Il y a des idées qui viennent de, comme je disais, il y a une idée de collaboration. Donc, tout le monde amène des idées. Nous, de notre côté, on en développe, on fait de la recherche, on propose aussi, on va voir les départements, on dit, ben voici, on a trouvé ça. En général, on n'a pas trop de problèmes à avoir des gens qui embarquent parce qu'on essaie vraiment de travailler sur des projets. Premièrement, il faut que ça soit concret, ça doit faire des trucs qui doivent être applicables. On est une compagnie de construction, donc on ne développe pas des outils pour développer des outils. C'est vraiment pour quelque chose d'applicatif, comment on peut aider dans les différentes phases de construction. Et on a aussi l'initiative Fox, qui est la Fondation pour l'expérience opérationnelle à l'interne, qui vient un peu formaliser cette idée-là de collaboration. Donc, ça vient assurer les employés de Pomerleau qui puissent en fait donner un peu leur point de vue du côté-là de l'innovation, apporter des idées et ces idées-là, par la suite, vont probablement déboucher à des développements. Puis c'est bien normal parce que c'est des gens de terrain, c'est des gens qui sont dans le day-to-day, qui ont des douleurs eux autres mêmes essentiellement à l'intérieur de ça. Et donc, par rapport à ce que j'en comprends, c'est que si je suis une start-up en IA, tu es probablement le meilleur ami à avoir là, chez Pomerleau pour présenter ma technologie. En fait, en général, ça passe un peu, c'est ça. On va être un peu comme le messager de ce côté-là. On va embarquer avec les équipes projets qui ont vraiment des besoins spécifiques, comme aujourd'hui Jean-François, Sean et Anne-Sophie, qui ont des idées spécifiques, qu'ils vivent au quotidien. Puis nous, on essaie de s'intégrer dans ce processus-là, puis de voir comment on peut les aider. Puis justement, des fois, on va voir à l'externe pour avoir certaines expertises qu'on n'a peut-être pas à l'interne. Fait que dis-toi là, que tu vas recevoir beaucoup d'invitations LinkedIn, là, puis les gens ont juste à spécifier qu'ils l'ont vu dans ce panel-là, puis ça va être plus facile à se faire accepter dans tout ça. Je vais te poser la question, mais je vais l'ouvrir aussi un peu à tout le monde. On a compris qu'il y a un problème au niveau de la documentation, puis ce que tu viens de nous dire, c'est que vous avez de l'expertise en vision, mais vous ne l'avez pas nécessairement en NLP. Vous avez touché à des choses, mais vous ne l'avez pas nécessairement. Donc, là, si on se permet de rêver un peu, là, puis c'est quoi qu'on fait qui serait dans vos top 3 IA? Si j'avais une chose à régler, c'est ça que je réglerais. Puis, peu importe si c'est faisable ou pas faisable.
Fait que je vous laisse rêver pendant 3 minutes. Allez-y. Parle-moi, Anne-Sophie, de ton peintre principal, Charles de ton peintre principal, Jean-François de ton peintre, puis Jean-François Dupuis, toi, ça serait quoi qui serait hot pour toi et ta gang? Donc, vous en avez 4 essentiellement. Anne-Sophie. Ben, grosso modo, c'est d'aller chercher, que ce soit dans des documents de commentaires de revue de la part de notre client, ou que ce soit dans la documentation technique, d'aller chercher l'information puis d'essayer de revenir avec des idées comparables, d'être capable, autrement dit, de transformer ça en base de données, être capable d'aller chercher des rapprochements pour nous aider, un, à retrouver au niveau des aspects contractuels, deux, au niveau des commentaires, qu'est-ce qui a été fait, puis aider à suggérer des choses qui nous permettraient d'avancer plus vite. Je pense que ça, là, ça rejoint beaucoup, beaucoup d'éléments qui prennent du temps et qui sont complexes à réaliser en grosse équipe. Puis là, on ne parle pas d'un engin de recherche, là, on parle de quelque chose de plus intelligent, Non. là, essentiellement. Non, ça. Plus intelligent. Charles, toi? D'accord avec Anne-Sophie, j'ajouterais aussi le volet. Tantôt, je parlais de l'exemple de ma porte. Là, moi, si l'estimateur il clique sur la porte et il fait une recherche, avoir un engin qui recherche dans tout document, l'information qui concerne ces portes-là, mais en même temps qu'il apprend. La prochaine fois, qu'il va dire OK, Charles, là, quand il cherche une porte, là, voici ce qu'il a besoin comme info. L'outil permet aussi d'apprendre à partir de là, et de même suggérer la prochaine fois là, que je n'ai pas besoin de faire la recherche sur la porte ou autre caractère. Ça peut être légal aussi, comme Anne-Sophie disait, là, ça peut être au niveau du contrat. Identifie-moi telle clause, là, les clauses de pénalité, ils sont où, puis c'est quoi les enjeux, sans avoir à les fouiller constamment, puis essayer de se souvenir, c'est où que j'ai lu ça la dernière fois. Là. Jean-François Perron. Oui, ben, je pense que je poursuivrai un peu dans la même lignée que la famille. J'ai l'impression que vraiment là, un outil là, de comparatif ou de comparaison en fait entre les documents contractuels et les documents techniques, c'est un must. On voit beaucoup de lacunes à ce niveau-là. Puis évidemment, quand ça arrive jusqu'à l'exécution, il est déjà souvent trop tard, puis ça génère beaucoup de changements, puis des changements coûteux, là, la fameuse courbe, le temps versus ces changements là, dans le processus. Donc évidemment, ça, je pense que c'est très, très important. L'autre chose, gestion des changements. Donc, le contenu, on doit être agile, on doit être capable de s'adapter rapidement. Donc, la mise à jour des baselines. On parle de mettre un lien, en fait, entre les échéanciers, le WBS et les différentes composantes techniques du projet, donc les devis, les plans, tout ça. Et au moins d'être capable d'avoir, dans le fond, des bons flags rapidement sur une situation. Donc, il y a une situation de changement qui va toucher X, Y, Z des composantes du projet. Si on est capable au moins d'avoir une bonne vision des warnings, dans le fond, sur nos baselines, je pense que ce serait un gros must. Puis le grand enjeu au niveau du NLP, c'est les faux positifs. Il ne faut pas que ça vous ralentisse d'avoir un outil qui lève les flags non plus. Il ne faut pas se surcharger avec des outils qui pourraient venir un peu effectivement le fausser. Mais si je me permets de rêver un peu, si cet outil-là allait jusqu'à, puis là, c'est probablement très, très science-fiction, mais si cet outil-là allait jusqu'à, par exemple, détecter que dans la suite des activités qui s'est faites, là, tout d'un coup, on a une déviation par rapport à ce qui était prévu. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Parfois, on veut changer quelque chose, mais qu'on soit capable de détecter là, que l'équipe a, je ne sais pas pour quelle raison, pris la courbe vers la gauche plutôt que vers la droite, bien, ça nous aiderait parce qu'au moins, on serait capable de détecter hey, attends, il y a une problématique là, on n'est pas en train de prendre la bonne direction. Là, ou à tout le moins, est-ce que c'est bon? Tu sais, c'est difficile au nombre d'intervenants. Moi, je trouve que c'est bien, puis on en a parlé, moi et Jean-François aussi, de cette chose-là, mais il va falloir quand même faire une bonne analyse de la documentation, comment elle circule, l'architecture d'information, comment ça circule pour pouvoir être en mesure de pouvoir éventuellement détecter, par exemple, qu'une remise ou une acceptation de biens livrables
n'aurait pas dû se faire parce qu'on n'avait pas prévu ça à ce moment-là, mais on l'avait prévu dans 2 mois exactement par rapport à ça. Donc, mais ça, il va falloir que vous fassiez une analyse à un moment donné où les gens vont s'approprier la documentation pour être en mesure de prédire ces choses-là. Mais ça peut être un rêve qui n'est pas trop fou, puis pas trop science-fiction. Ça s'est déjà vu dans un contexte. On a déjà fait un système pour prédire des modifications au budget dans les lois du Québec, là, dans toute la documentation du Revenu Québec. Ça se fait des choses comme ça, essentiellement. Jean-François Dupuis, toi, ton rêve le plus fou, là, parce que toi, tu connais ça, l'innovation, tu connaissais un peu l'IA. Peux-tu être encore plus fou que les idées qu'on vient d'entendre? Ben, je trouve que tout ce qui est, nos objectifs à l'interne, à l'innovation, c'est sûr que c'est les besoins des autres. Fait que moi, je pense que tout est très valable dans ce qui a été dit par les autres participants, c'est sûr. Mais de notre côté, ce qu'on trouve, ben, en même temps, c'est aussi des rêves fous. C'est du côté, je dirais plutôt d'analyse et de prédiction. Donc, c'est ce côté-là qu'on aime regarder de notre côté. Tout ce qu'on peut retirer de l'information, des contrats, des plans, etc. Est-ce qu'on peut en sortir des risques? Est-ce qu'on peut en sortir des priorités? Est-ce qu'on peut faire une analyse de ça? Mais je pense que ça l'englobe un peu tout ce que les Jean-François, Sean ont parlé, Anne-Sophie. Donc, tout ce qui est de sortir l'information, premièrement, je pense qu'il faut commencer par la base, c'est de sortir cette information-là, la prioriser. Est-ce qu'on peut l'analyser, voir les risques derrière ça, sortir de l'information qu'on a besoin constamment, des livrables, etc. Donc, je pense que tout ça, c'est vraiment c'est un objectif qu'on avait, mais présentement, je trouve qu'il est beaucoup plus formalisé par les autres, plutôt dans le détail. Fait que je trouve ça vraiment intéressant à entendre. Merci des échanges. On va aller aux questions. S'il y a des gens qui ont des questions qu'ils voudraient poser, je ne sais pas, Tereska, ce que tu peux donner. Moi, je vois Hugo Brizard qui avait une question. Je ne sais pas si tu peux lui donner la parole à Hugo. Absolument. Et merci à tous pour vos questions. Voilà, Hugo, vas-y. Il faut juste vous mettre sur unmute avant. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour à tous. Hugo Brizard. Je suis président cofondateur de Pharonix qui développe le logiciel K-Ops. J'ai plusieurs questions pour vous. Le sujet est de grand intérêt pour notre entreprise et pour les défis que vous rencontrez. Plusieurs défis qui ont été soulevés par Mme Allard concernant les chiffriers Excel et la gestion des QRT, RFI, dessin d'atelier de documentation. Et sachant que vous avez déjà le logiciel Procore qui est en cours d'implémentation chez Pomerleau, est-ce que vous avez évalué les possibilités justement au niveau de l'intelligence artificielle ou la direction qu'allait prendre cette entreprise-là? Et si non, qu'est-ce que vous recherchez en fait à combler par rapport aux outils qui sont déjà en place au niveau de Procore? En fait, Procore, ça dépend des projets. Là, ce n'est pas encore implanté à la grandeur des projets. Moi, le projet sur lequel je suis n'est pas là-dessus. On utilise la base de données Aconex qui a été implantée dans le projet depuis déjà 10 ans. Maintenant, ça ne répond pas à tout parce que c'est pas... Suivre les QRT, c'est une chose, ça se fait relativement bien. Mais ce dont je parle plus en détail, c'est moins organisé que ça. C'est vraiment des commentaires qui nous viennent du client, qu'ils vont formuler selon soit une visite qu'ils ont fait sur place, ou alors ils voient certains documents, ils commandent d'une manière qui n'est pas nécessairement bien organisée. Après ça, ben, ça, c'est le volet des commentaires, mais le volet aussi de la documentation contractuelle puis les exigences techniques. Certaines portions de ces exigences techniques-là sont organisées soit selon une classification uniformate, qui est une classification par élément, soit par une classification master format, qui est la classification par, disons, vraiment par corps de métier et tout ça. Donc, ça, c'est deux modes de classement très connus en construction. Parfois, ça va suivre les numéros de feuilles, mais souvent, ça va être beaucoup plus sur des objectifs, c'est beaucoup de textes, c'est beaucoup de documents qui interagissent entre eux. Puis là, ça part de loin, là. C'est des idées qui
qui sont lancés dans ces documents-là. Donc, le gérer par Procore, je le connais peut-être pas assez pour ça, mais je pense pas que ça soit ça, là. Moi, je pense que c'est vraiment plus une question d'être capable de tirer de ces documents-là les informations, puis être capable de faire des associations d'idées pour nous aider quand on fait une requête, par exemple, ou quand on entre un nouveau commentaire du client, mais ça ressemble à ça, puis ça se contredit par rapport à ça, puis on retrouve dans tel autre document cet élément-là. C'est là que j'exprimais le besoin, non pas dans très peu dans un élément de question-réponse technique. Sean, tu voulais dire de quoi? Ouais, si je peux s'ajouter, parce que, tu sais, Bref, de façon bref, là, si c'est oui, possible, parce qu'on va prendre plus de questions possibles. Merci. Procore est venu aider la gestion des QR, là, comme Anne-Sophie est là, mais ce n'est que la gestion volet questions-réponses qui est venu nous aider là-dessus. Là. Il y a encore un gros volet de lien entre les documents qui n'est toujours pas réglé. Là. Tu veux rajouter quelque chose juste rapidement Oui. par rapport au logiciel, parce que c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que Procore, oui, on l'a à l'interne, mais ça ne veut pas dire qu'il va être sur tous les projets. On a toujours cette complexité-là d'un projet à l'autre qu'on n'a pas toujours le pouvoir du logiciel qui va être utilisé, de la plateforme qui va être utilisée, ce qui fait qu'on ne peut pas se baser seulement sur une plateforme unique. Donc, ça devient compliqué, là, mais c'est un enjeu qu'on a. On travaille avec des intervenants de partout, des clients différents, puis ça devient toujours... il faut s'adapter. Tereska, je ne vois pas d'autres. Est-ce que tu vois d'autres intervenants qui pourraient. On a Andrés Restrepo, désolé, qui avait une question. Je vous permets de parler et de vous unmute. Merci, M. Brizard. Merci pour les réponses. Vas-y. Oui, bonjour. J'avais une petite question concernant le nouvel horizon de l'innovation. On a beaucoup parlé du BIM comme étant vraiment quelque chose qui a débloqué, qui a été majeur. Je voulais savoir un peu au niveau du Digital Twin, qui est l'autre nouvelle frontière. J'ai beaucoup aimé comment est-ce que vous l'expliquez, le BIM. J'aimerais savoir un peu quel serait pour vous le gain au niveau de la productivité, d'une émergence aussi marquée de Digital Twin, un peu comme le BIM. J'aimerais juste vous entendre dans vos mots, on peut parler de l'impact au niveau des opérations de cette technologie-là. D'ailleurs, je n'ai pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est une des axes, en fait, c'est un peu hors sujet, mais c'est un des axes qu'on a à l'interne à innovation, donc le Digital Twin. Donc, on se base, on fait de la recherche de ce côté-là, on regarde comment on peut l'appliquer. Ce qu'on voit de vraiment intéressant de ce côté-là, c'est le côté analyse. Donc, Digital Twin, c'est vraiment là, la représentation, je dirais, numérique là, du chantier. Donc, pour nous, en fait, le côté construction, donc on pourrait avoir le 3D avec l'ajout de la planification et autres informations qui sont liées à ça. Et ce qu'on trouve intéressant derrière ça, c'est toute l'idée d'être capable de s'ajuster par rapport à des analyses qu'on peut faire dans ce Digital Twin-là, d'être capable de prédire aussi des problématiques futures. On n'est pas rendu là encore, là, mais c'est quelque chose qu'on tend à aller vers. OK, parfait. Merci beaucoup pour l'explication. Peut-être mettre des hologrammes aussi, peut-être qu'on pourrait mettre à l'intérieur de ça. Mais on le fait, mais aussi, jusqu'à un certain point, mais aussi ce qu'il faut voir, c'est quand le projet démarre, on ne l'a pas, là, ce modèle-là, puis le projet est très, très complexe. Donc, il faut être capable d'agir, même si on n'a pas encore le modèle qui nous permet de comparer ça. Puis ce que je comprends, là, c'est que, tu sais, même si on parle des Digital Twins, c'est vraiment de quoi c'est hot en ce moment, là. Mais vous, c'est au ras les pâquerettes, là. C'est vraiment, on veut fouiller dans nos documents, on va aller chercher l'information des documents. Et c'est ça le pain, principalement aujourd'hui, qu'on essayait de vous exposer à l'ensemble d'auditoire pour essayer de trouver des solutions qui pourraient aider Jean-François à les appliquer chez ses collègues. C'est important de parler de ça, justement, que, comme Anne-Sophie le dit, ça arrive parfois qu'on a juste le 2D, là, qu'on n'a pas le 3D, on part d'un projet, on n'a pas cette information-là. Donc, c'est le fun de Digital Twin, qu'on peut l'utiliser sur certains projets, mais des fois, on ne l'a pas, on n'a pas cette information-là. Donc, on n'a pas le 3D, il faut partir de ce qu'on a, ce qu'on reçoit des même souvent, professionnels. C'est du texte. Exact, c'est ça.
Je vois qu'Amanda, elle aurait une question, c'est ça? Oui, mais j'essaie de prendre le français, donc is it okay if I ask in English? Is it okay? Yeah, Okay, thank you. I just was wondering, and sorry if you mentioned this, I caught most of what you said, but I'm curious about if there's a need for predictive maintenance on construction equipment. Is there a lot of concern with respect to the cost of breakdowns and all of that, or is it a much lower priority than everything else that you've talked about today? Si j'ai bien compris, c'est concernant la prédiction, donc pour la maintenance des équipements, c'est ça? Oui, oui. C'est quelque chose que peut-être dans le futur qu'on pourrait regarder, peut-être qu'Anne-Sophie ou les autres pourraient répondre à autre chose de ce côté-là, mais c'est du côté, je dirais, d'opération du bâtiment, quelque chose qu'on cible. Ce n'est pas nécessairement un service qu'on donne sur tout projet, mais sur certains projets, oui, on le fait. Puis je pense que ça peut être quelque chose qui, effectivement, un service qui, pour le client, serait intéressant dans le futur. Voulez-vous que je réponde en français ou en anglais? Comme vous voulez, Anne-Sophie. OK. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, vous me le direz, là, mais en gros, oui, les clients, ça dépend des clients. Les clients qui sont organisés, qui ont un parc immobilier, etc., ou alors qui sont des gestionnaires de parc immobilier, eux vont être plus ouverts à ce genre de choses-là, puis plus intéressés à l'implanter. C'est sûr que les gens qui ont moins de possession de ce type-là ou qui sont moins confrontés à ça, n'ont pas les équipes, puis ne voient pas nécessairement la nécessité de le faire. Mais oui, c'est quelque chose. C'est sûr que c'est l'avenir de l'opération du bâtiment aussi. Donc oui, il faut... c'est une question qui nous touche. Est-ce que nous, on est impliqués là-dedans jusqu'à un certain point? C'est sûr que ces projets-là sont de longue haleine quand on est impliqué avec l'entretien. Donc, ça peut prendre quelques années avant qu'on arrive à vraiment convaincre les clients, ou alors se le faire imposer. Mais ça va finir. Si je peux me permettre, peut-être pour complémenter la réponse à Anne-Sophie, en fait, je pense qu'une des plus-values que cette option aurait sur en fait ce qu'on vend à nos clients, ça serait au niveau des méthodes de construction ou même des détails de conception qu'on aurait, pour exemple, une pièce mécanique. Une pièce, je parle d'une salle de mécanique où est-ce qu'il y a des équipements mécaniques et qu'avec ce modèle-là prédictible de maintenance, on pourrait prendre un choix éclairé sur des détails dans la pièce elle-même pour les accès futurs, pour le remplacement de certains équipements, l'acheminement aussi de ces équipements-là et tout. Donc, je pense que oui, ça a une incidence aussi sur comment les choses peuvent être fabriquées puis conçues là, en amont concrètement sur le projet. Donc, ça serait une plus-value pour le client. Désolé, Alain, on a 1 minute avant la fin de notre panel. Est-ce que vous êtes correct pour rester un petit peu plus, les panélistes, pour répondre à quelques dernières questions? Oui, il n'y a pas de problème. Donc, je vais juste dire mon petit pitch ici aux startups qui sont dans la pièce. Ceci est ouvert un réel appel à projet, un défi qu'on lance sur notre plateforme InnoStartup. Donc, je vais mettre dans le chat le lien vers ce défi-là. Aussi, ce webinaire sera disponible en différé sur notre plateforme sur l'onglet Lundi Innovation. Et je voulais aussi juste prendre un moment pour remercier chaudement tous les panélistes. Vous êtes très, très généreux avec l'information et votre temps et votre énergie aussi. Merci beaucoup à Alain. Et merci beaucoup aussi à tous les participants qui ont venu avec nous live aujourd'hui. Et ensuite, Alain, je vais vous repasser la parole et demander à Yannick, si vous êtes encore là, oui, de préparer ta question. Moi, en tout cas, oui, bonjour, vas-y, Yannick. Oui, c'est beau. Oui, OK. Yannick Dumais, consultant coût chez Groupe Altus, également étudiant de la maîtrise à l'ETS. Donc, ma question est la suivante. En faisant abstraction du caractère unique de chaque projet de construction, mais en considérant également que certains aspects sont similaires, par exemple, construire sur le Code national du bâtiment, la préséance des travaux, préséance des plans, tout ce que tu veux. Selon vous, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait régler une partie
de la pénurie de main-d'œuvre en considérant que les algorithmes peuvent, disons, faire des itérations de tout ce qui est commun à des projets? Point. En fait, je peux me permettre juste de, dans le contexte actuel, c'est une question très, très large là, que tu poses, Yannick, mais dans le contexte du projet, de ce qu'on a parlé aujourd'hui, en fait, ce que les panélistes cherchent à nous dire, c'est qu'il y a des tâches qui ne sont pas à grande valeur ajoutée, qui sont de recherche et des choses de même. Et là, l'IA pourra aider les gens à être plus rapides. Moi, je prends souvent l'exemple de Iron Man là, qui a un exosquelette. Bien, on lui donne un exosquelette pour que c'est un humain qui est dedans, mais il est plus rapide puis il est plus vite. Bien, c'est la même chose. L'IA pourra être un outil d'aide à la tâche pour essayer de trouver plus rapidement l'information dans les documents, les lier, essayer de trouver des réponses à des questions, des choses de même. C'est dans ce contexte-là. Par rapport à la pénurie de main-d'œuvre, ça ne vient pas impacter nécessairement les gens sur le chantier. Puis vous me corrigerez, Anne-Sophie, Sean et les deux Jean-François, mais il me semble que ce qu'on parle aujourd'hui ne viendra pas impacter. Est-ce qu'il y aura d'autres systèmes qui vont le faire? Probablement, mais pas ceux-là, en tout cas, à mon avis. Je pourrais peut-être ajouter un peu à ton commentaire, Alain. Ultimement, c'est sûr et certain que si, exemple, on est capable, avec ces outils-là, d'améliorer notre agilité, puis en fait être capable de rendre le processus plus efficace. Ultimement, si on réduit la quantité des changements, aussi le timing de ces changements-là au chantier, inévitablement, c'est sûr que sur la main-d'œuvre, concrètement au chantier, il va avoir un impact. Maintenant, à quel niveau quantifiable cet impact-là va se chiffrer? C'est sûr et certain que ça reste une question ouverte, puis aussi au potentiel de cet outil-là, comment est-ce qu'il va vraiment venir influencer les opérations concrètement. Mais c'est sûr qu'au point de vue de la gestion puis des employés plus administratifs de bureau, tout ça, nos ressources à l'interne, oui, je pense que ça va en fait soulager des tâches répétitives qui sont irritantes des fois pour se concentrer sur en fait les réels défis puis des endroits où est-ce qu'on doit se concentrer pour avoir une plus-value. Jean? En effet, comme Jean-François a dit, on veut plus de qualité. Tu sais, je regarde les derniers 20 ans, là, on va parler juste d'estimation. On a vu l'arrivée de plein de changements majeurs au niveau de l'estimation. On n'a jamais congédié un estimateur parce qu'on a acheté des nouveaux outils ou on a changé le processus. En fait, on soumissionne plus de projets. Tu sais, la compagnie elle va en expansion. Par contre, ce qu'on veut, qui est un dilemma majeur, c'est qu'on veut améliorer la qualité de notre travail là, à tous les niveaux. Là. Donc, oui, ça peut résoudre un problème au niveau de main-d'œuvre, mais en même temps, il y a une question de gestion de coûts, d'échéancier, de qualité qui va aussi être corrigée en même temps. Il y a une tendance aussi, une tendance à multiplier de plus en plus les informations sur les projets. On reçoit des tonnes et des tonnes de courriels, beaucoup plus que ce qu'on recevait il y a 1 an, beaucoup plus que ce qu'on recevait il y a 5 ans, puis encore plus que ce qu'on recevait il y a 10 ans. Mais c'est vrai aussi dans la documentation comme telle, tout va très, très vite. Puis, veut pas, cette gestion-là de documentation, elle s'en va en croissance constamment là, parce que le modèle permet de sortir plus rapidement des choses. Bien, aussi, il faut qu'on soit capable de répondre plus vite. Puis, les moteurs de recherche permettent de trouver plus facilement l'information. Bien, donc, ce n'est qu'un élément qui grimpe là, et qu'on doit réussir à maîtriser. Comme je disais au début du panel, je disais que l'IA a bouleversé beaucoup tous les secteurs, puis la construction, entre autres. Puis comme je dis souvent dans des conférences, est-ce que, par exemple, l'IA va venir remplacer un avocat, va venir remplacer un comptable ou va venir remplacer un employé sur un chantier? Bien sûr que non. Mais les avocats qui vont utiliser l'IA vont venir remplacer ceux qui ne l'utilisent pas, l'IA. Bien, je pense que c'est la même chose ici. Les entreprises en construction qui vont utiliser l'IA vont venir probablement remplacer ceux qui ne l'utilisent pas. Donc, c'est un outil de plus d'aide à la productivité qui va être amené aux gens. Puis, ce que je crois, c'est que
Pomerleau est un leader, puis Pomerleau veut rester sur le dessus de la vague, puis ce qu'il cherche à faire, c'est d'aller chercher des outils comme ça qui vont l'aider à améliorer ses performances, essentiellement. Puis il ne coupera pas de job, il va faire juste plus de projets. C'est essentiellement ça. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Je pense que oui. Absolument. Oh, On a une question de Francis Bissonnette. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. En fait, ma question est la suivante. C'est en lien justement avec la veille technologique, puisque dans le fond, vous devez collaborer ensemble, puis on le voit à travers l'exercice qui rassemble beaucoup d'intervenants chez vous, estimateurs, gestion de projet, etc. Ma question, c'est est-ce que chez Pomerleau, je ne me souviens pas, est-ce qu'il y a un lab, un technolab ou un lien avec ça? Puis l'autre question, c'est comment à travers ce technolab-là, comment est-ce que le personnel et vos partenaires ont accès et peuvent se mettre à jour ou apprivoiser en fait les technologies pour penser les utiliser ensuite ou vouloir les utiliser? Dans le département, on n'a pas nécessairement un lab, en fait, je dirais, en tant que tel, mais on a une notion de veille techno. Ce que je parlais tantôt, on a plusieurs groupes, sous-groupes à l'intérieur du département où est-ce que des gens qui vont être sur les projets de construction, des gens au quotidien qui travaillent sur des projets de construction comme des coordonnateurs qui vont venir donner du temps, mais aussi on a des gens vraiment 100% R&D qui vont travailler dans ces groupes-là, donc d'essayer de faire la veille techno, développer des outils. Comme je disais, on essaie toujours de cibler, de créer des outils qui vont vraiment s'appliquer, dont être applicables, mais il y a toujours une notion puis un endroit où est-ce qu'on vient, je dirais pas, c'est pas noir et blanc, c'est que de temps en temps, ben, il faut quand même commencer à quelque part, faire un peu de recherche pour arriver à notre point applicable. Donc, on a un côté aussi on utilise des chantiers parfois lorsque c'est possible de faire des projets pilotes. Donc, on le fait au CHUM sur certains projets. On le fait aussi à l'interne, juste dans nos bureaux. On le fait dans nos bureaux de Montréal avec de la technologie IoT qu'on a essayé d'appliquer, voir comment on pouvait l'utiliser, puis de voir par la suite comment on pourrait appliquer ça sur des projets au chantier directement. Super. Et on intervient aussi auprès de nos clients puis nos professionnels pour certains outils. Quand on l'intègre et tout ça, ben, c'est sûr qu'on va faire de la formation minimale, mais ces outils-là, il faut voir la modélisation 3D, les professionnels en font de toute façon. Ils sont rendus là-dedans. L'industrie a changé là-dessus. Mais pour les applications et tout ça, on le fait constamment, oui, introduire ces choses-là projet par projet, puis tester auprès de ces gens-là, puis on les intègre dans les coins. Exact. On pense à tout ce qui touche le drone, on pense à l'exosquelette, on pense à la cobotique, la robotique et les autres aspects de la business. Ouais. Tout à fait. Merci. Puis, si je peux mentionner rapidement, évidemment, c'est tout un écosystème, mais il y a tous nos partenaires d'affaires en fait, les entrepreneurs spécialisés qui collaborent sur les projets, c'est extrêmement important qu'on transfère aussi ce savoir-là à ces partenaires-là qui ont un impact direct sur la productivité des jobs et qui ont un impact direct sur, si on veut, le succès de nos projets. C'est comme ça dans toute l'industrie. Sans eux, si nous, on est productifs et on est innovant et que ça ne suit pas au chantier pour des tâches bien spécifiques, c'est un peu, en fait, on va ramer seul de notre côté. Donc, certaines de ces initiatives-là, évidemment, on les a testées à l'interne, on les a en fait adoptées. Mais après ça, c'est une question de formation aussi, puis de fournir ces outils-là à nos partenaires d'affaires pour être plus efficaces. Excellent, merci beaucoup. Donc, on a répondu à toutes les questions. Donc, je vous remercie encore une fois d'être avec nous, puis je vous souhaite une très belle soirée. Merci à tous. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.